Bonsoir. Alors moi ce soir je vais vous parler d'API Platform au-delà de REST. Donc j'ai laissé le titre en anglais ici parce que je trouve ça fait un peu plus joli. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Antoine Blucher aka SEUK en ligne. Vous m'avez peut-être aperçu, je contribue beaucoup à API Platform, j'ai aussi un petit peu contribué à Symfony et je fais aussi pas mal de JavaScript, de Rust, etc. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit projet que j'ai créé, qu'on va appeler un petit proof of concept. Donc, bookmark all the things. Donc, ce qu'il va faire en fait, c'est que ça va être une petite application qui va nous permettre de sauvegarder nos favoris. Donc là, en haut à droite sur la vidéo que vous êtes en train de voir, je suis en train de rentrer des liens. Donc là, typiquement, letiel.com, API Platform, etc. Et ce que ça fait, c'est que ça sauvegarde ces liens en base de données. Ça va un petit peu plus loin, c'est qu'en plus de sauvegarder ces liens, je vais chercher quelques captures d'écran, je vais aussi chercher les métadonnées de la page, donc par exemple le titre, ça peut être logé image s'il y en a une, et ce genre de choses. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça n'a pas l'air très compliqué d'un premier point de vue. Et à ce petit outil, j'ai aussi rajouté une petite recherche. Donc là, par exemple, on tape Symfony, on tape API, et on retombe sur les favoris qu'on a rentrés précédemment. Comment j'ai fait ça? Je vais vous montrer ça tout de suite. Et pour ça, je vais vous emmener dans mon terminal. C'est là que je code. J'aurais pu utiliser PHP Storm, mais non. Bon, c'est parti. Alors un petit peu comme Nicolas tout à l'heure, moi j'aime bien partir du Symfony Skeleton. Donc là, tout simplement, je fais un petit Create Project Symfony Skeleton et derrière, je lui donne le dossier. Donc jusque-là, rien de nouveau pour vous. Normalement, vous devriez être à la page. Ensuite, deuxième étape, je vais installer quelques composants. Donc là, en l'occurrence, je vais installer API, Messenger, Mercure, Server, Dump et Make. Dump parce que j'aime bien dump plutôt que var dump. Et j'utilise aussi le serveur de Symfony. Et la recette API va aller nous chercher tous les paquets qui sont nécessaires à construire finalement une API. Et ça, derrière, ça va utiliser API Platform. Ça va aussi installer Doctrine et ce genre de choses. Tout est déjà fait pour vous. Donc là, quand j'ai ça maintenant, je vais tout... Qu'est-ce que ça m'a fait? Oui, si, c'est bon. Non, c'est pas bon. Ah, bon. Il me manque une slide. J'ai lancé mon petit serveur. Et derrière, normalement, j'ai ça qui apparaît. Ici, là, ce qu'on est en train de voir, c'est que on pourrait se dire, ok, mon application, elle marche comment? Quand j'envoie mon petit formulaire en haut, je vais le refaire. Quand j'envoie mon petit formulaire en haut, qu'est-ce que ça fait? Ça poste tout simplement sur mon API un lien. Donc ça dit, bon, le body c'est ça, un lien c'est le lien de mon blog, je l'envoie, et théoriquement, qu'est-ce que l'API elle ferait en temps normal? Elle vous renverrait une réponse avec le lien rajouté en favori, et puis c'est fini. Non, on va pas faire comme ça aujourd'hui. C'est un peu trop simple, et moi j'ai quand même envie de vous montrer des trucs un peu plus avancés que ça. Et en plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais là, dans cette façon de fonctionner, on a eu un retour instantanément de l'API avec une réponse, mais elle n'était pas du tout enrichie. On n'a pas eu de capture d'écran, on n'a pas été lire les métadonnées, ni rien du tout. Donc comment on va faire à la place? On va envoyer une requête avec le lien, et l'API, on va lui dire, ok, tu vas tout de suite nous renvoyer une réponse 202 qui dit, j'ai accepté ta requête, mais c'est tout. Tu sais pas encore ce qui va se passer. Ensuite, on a ce petit Daffy Duck là en bas, on peut imaginer que c'est un espèce de worker qui tout simplement va attendre que les liens arrivent. Donc l'enveloppe, elle représente par exemple ce lien. Donc le body, plutôt que d'être traité et d'avoir une réponse, il va être envoyé à ce worker Daffy Duck. Quand Daffy Duck il reçoit le message, il va aller chercher les métadonnées. Il va aller chercher le titre de la page,
et il va par exemple faire une capture d'écran. Je vais attendre un petit peu que DaffyDuck y revienne. Quand DaffyDuck il a traité ces informations, il va lui mettre à jour la base de données. Donc le petit canard, quand il a reçu son message, il va dire ok, j'ai reçu le titre de ma page, je l'ai lu dans l'HTML de la page, je vais le mettre à jour dans la base de données. De même, quand il aura fait sa capture d'écran, il va dire ok, j'ai ma capture d'écran, je vais mettre à jour la base de données. Et ensuite, on a cette petite enveloppe bleue là, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, mais c'est le logo de Mercure. Donc par-dessus tout ça, j'ai rajouté Mercure et je lui ai dit, enfin je lui ai rien dit d'ailleurs, mais Mercure, il va tout simplement propager la mise à jour au client. Donc, ça veut dire que dès qu'il y a une mise à jour de base de données, qu'on a rajouté le titre, qu'on a enfin reçu le screenshot, Mercure va se charger de mettre à jour ses clients. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est un petit peu compliqué tout ça, mais on va revoir ça pas à pas. Et je vais vous montrer effectivement en code qu'est-ce que ça représente. Donc, première étape, on va créer le bookmark. Donc, jusque-là, rien de très difficile. Je vais utiliser le composant make que j'ai installé tout à l'heure. Alors, je vais faire un bin console make entity. Voilà, je lui ai dit que c'était un bookmark. Et il m'a demandé si je voulais que ce soit une ressource dans l'API, auquel j'ai répondu oui. Ensuite, bon, je peux lui rajouter des champs, hein, le titre, des tags si j'ai envie, et ainsi de suite. Ça, c'est fait. Bon, alors c'est là que je lance mon serveur. Et tadam, voilà, mon API, elle est prête. Donc, on est tout content. On a notre CRUD qui a été généré. On peut récupérer la liste de nos bookmarks, enfin de nos favoris. On peut en créer des nouveaux, on peut en supprimer, les mettre à jour, tout ça. Bon, bah super, franchement. Et j'ai pas encore codé. On va rentrer dans le code maintenant. On va enrichir l'API. Donc, par enrichir l'API, qu'est-ce que je veux dire? C'est que tout simplement, donc là, la page que vous avez vue d'origine, c'est ce que m'a généré le make, enfin le maker bundle. Donc quand j'ai créé mon entité, il m'a tout simplement rajouté le @API ressource en annotation parce que je lui ai dit que je voulais que cette ressource soit dans l'API. Et là, effectivement, j'ai enrichi l'API. Je lui ai la ressource, pardon. Je lui ai rajouté le tag Mercure True. Donc ça veut dire que API Platform derrière, quand il voit ce tag, il va tout de suite dire ok, bah cette ressource, quand elle sera mise à jour, on va tout simplement propager les mises à jour via Mercure. Ensuite, j'ai choisi de remplacer les opérations de collection. Donc, les opérations sur la collection, c'est ce qui va agir effectivement pas sur un objet qui existe déjà. Et je lui ai rajouté cette opération create. Et je lui ai dit, alors là, il faut être bien attentif. Je lui ai dit qu'en entrée, donc le champ input, j'allais mettre un bookmark input. On va en reparler plus tard. En output, je lui ai dit que j'en voulais pas. Donc ça veut dire que quand j'ai créé ma ressource, je lui ai dit non, je veux pas de réponse en fait. Renvoie-moi rien. Par contre, renvoie-moi un statut 202. Dis-moi que la ressource, enfin la requête a été acceptée. 202, c'est statut pour accepter. La méthode, c'est un post. Et dernière petite chose, je lui ai dit aussi que je voulais activer Messenger sur cette ressource. Donc là encore, tout à l'heure, j'ai installé les composants API et Messenger. Et donc quand API Platform voit ça, plutôt que de dire quand vous créez votre ressource, je vais la persister en base de données, il va dire je vais envoyer cette ressource au Messenger, au bus du Messenger, et lui, il va en faire ce qu'il voudra derrière. Alors, le bookmark input dont j'ai parlé, donc ça c'est finalement ce qui représente ce qu'on va envoyer à l'API, c'est cette classe. Donc en fait, vous voyez un favori, finalement, quand je l'ai enrichi, je lui ai rajouté une capture d'écran, je lui ai rajouté un titre, je lui ai rajouté des tags et ce genre de choses. Par contre, quand je crée mon favori, j'ai juste besoin d'un lien. Donc j'ai voulu représenter ça par cette classe. Cette classe, bah, elle est finie, hein. Voilà, elle fait 3 lignes, et dedans, il y a juste un lien. Je lui ai aussi mis, comme vous pouvez voir, des annotations d'assertion. Donc je lui ai dit que je voulais que ce lien, ce soit une URL. Et en plus, je voulais que ce soit pas quelque chose de vide. Donc là, ça va se complexifier un peu. Il va falloir être un peu attentif. C'est ce schéma que je vous présente là maintenant. C'est
comment se déroule une création d'objet ou un post au sein d'API Platform. Donc tout d'abord à gauche, on a la requête qui arrive. Elle va être désérialisée, donc vous envoyez un objet JSON et Symfony va le transformer, enfin API Platform en utilisant le serializer de Symfony va le transformer en classe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la phase de désérialisation. À l'intérieur de ça, on a dit que, ok, si vous avez décidé que votre classe d'entrée était différente de votre ressource, ce qui est le cas chez moi, mon bookmarking put, ce n'est pas le bookmark, on va passer par une phase de transformation, on va transformer cette entrée en ressource. Ensuite, on va valider, on va persister et on va renvoyer la réponse. Ça, c'est le schéma classique. Moi là, vu que je lui ai dit que je voulais pas de retour au niveau de cet endpoint de l'API, on s'arrête à peu près au milieu là, hein. On persiste via le Messenger, parce que je lui ai activé Messenger. Par contre, la réponse n'existe pas, on renvoie absolument rien. Donc pourquoi je vous présente ça, c'est que il y a eu cette phase de transformation où on a décidé de dire, ok, le point d'entrée, donc mon bookmark input, je l'ai transformé en bookmark. Or, moi, pour complexifier un peu les choses, j'ai décidé de faire un transformer qui allait pas transformer en fait. Donc je lui ai dit, tu vas supporter tous les objets qui représentent un domain message. Donc là, s'il implémente cette interface, on va lui dire qu'effectivement, il va le transformer en rien, juste retourner l'objet de base. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, j'ai pas envie que mon bookmark input soit transformé en bookmark par l'API. J'ai envie que le bookmark input soit traité par mon Daffyduck de tout à l'heure. D'accord? Donc du coup, on en vient à ça, justement. Là, on a notre bookmark input, on l'envoie à l'API, et lui, tout simplement, il va le passer au Daffyduck, qui va se charger de traiter le message. Maintenant, on va voir ce que fait ce Daffyduck finalement. Donc là, vraiment, ça va être l'essentiel du code de mon application. Tout d'abord, je dois configurer le Messenger. J'ai utilisé une queue RabbitMQ, comme on peut voir là, et je lui ai dit, voilà, le bookmark input, tu vas le balancer dans RabbitMQ. Et ensuite, derrière ça, on a ce qu'on appelle un message handler. Donc, ça, c'est le namespace de mon message handler dans mon application, en l'occurrence. C'est pas très joli. Et effectivement, il est un petit peu dense. Donc, première étape, rappelez-vous, cette entrée de bookmark, de favori, je ne l'ai pas encore sauvegardé en base de données. Donc, ce que je vais faire tout de suite, dès que j'en reçois un, c'est que je vais le sauvegarder. Donc là, au début, on va regarder dans la base de données, si on a déjà ce lien, on va le récupérer. Et ensuite, on va le persister en base de données. J'ai appelé persist sur le manager et flush. Pourquoi je flush? Parce que tout simplement, Mercure propage ses mises à jour au flush. Donc, quand le Messenger Handler reçoit un message, il le persiste, il le flush tout de suite. Ensuite, j'ai utilisé ce petit outil-là qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle BrowserShot. En l'occurrence, il permet de faire une capture d'écran en PHP. Il exécute un petit navigateur derrière, il vous fait tout bien. Et tout d'abord, j'ai choisi de récupérer le lien, d'aller lire les métadonnées. Donc, je suis allé lire le titre, que le titre en fait. Et en seconde partie, j'ai choisi d'aller faire un screenshot. Et donc là, vous remarquez aussi qu'à chaque étape, j'ai persisté et j'ai flush. Donc ça veut dire que j'ai sauvegardé dans ma base de données et donc que la mise à jour s'est propagée via Mercure. Bon voilà, j'ai fini. Hein. Là, c'est bon, j'ai mon application. Alors, je vous montre quand même le client. Hein. Bon, je sais que normalement on fait que du PHP, enfin on est censé être dans un truc PHP, donc bon. Mais bon, faut parler, on va quand même vous montrer ça. Oui, bah le JS Like, il n'est pas là pour rien. Hein. Donc, en fait, ce qui est bien avec API Platform, dès qu'on active Mercure dessus, c'est qu'il nous permet de faire de l'auto-discoverability. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand je vais aller requêter, vous voyez le premier fetch là, ça veut dire qu'il va chercher la collection de favoris que j'ai en base de données. Je récupère cette collection et automatiquement, dans les entêtes, je reçois un lien qui correspond en fait au lien de Mercure. Et Mercure, c'est un outil qui est à côté, hein, qui est là et qui va propager les mises à jour. Et grâce à ça, je peux tout simplement ensuite venir
crée ce qu'on appelle un event source. Enfin là, on fait de l'event sourcing en JavaScript. Donc on crée cet event source sur le lien que nous a donné l'entête précédemment trouvé dans le link. Et là, en l'occurrence, il suffit de lui rajouter un topic et de lui dire sur quoi on veut les mises à jour via Mercure. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi de récupérer toutes les mises à jour qui concernent les bookmarks avec un ID pas défini encore. Bon, alors en détail, qu'est-ce que ça donne? Voilà, je rentre un lien. Là, j'ai reçu le lien. Là, j'ai reçu le titre de la page. Et là, j'ai reçu la capture. Là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé le lien. Messenger l'a récupéré, l'a persisté, on l'a affiché une première fois. BrowserShot a trouvé le titre dans les métadonnées, Mercure est venu réactualiser. Et ensuite, on a trouvé la capture d'écran et Mercure nous a dit réactualise. J'ai pas rechargé la page, je vous le refais. J'envoie mon lien. Là, ça a été sauvegardé une première fois. Le titre est trouvé maintenant. La capture est trouvée. Là, en l'occurrence, il a tout de suite chargé un deuxième, mais l'important, il est là. Bon, voilà, sur ce, je vous fais une petite interlude. Donc là, je vous conseille de regarder Scrapo droit dans les yeux et de bien vous remémorer un petit peu tout ce dont j'ai parlé, d'essayer de visualiser les étapes. Si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, notez-le et posez-le moi en question plus tard. Alors bon. On va maintenant très rapidement parler de la recherche, parce que tout au début, je vous ai présenté ma petite application et tout, je vous ai montré une feature de recherche, franchement, ça avait l'air de marcher super bien. Pour la recherche, avec la version qui va arriver d'API Platform, à 2.4, on a possibilité d'utiliser Elasticsearch. Pour ce faire, donc vous vous rappelez, tout au début, j'ai enrichi mon API, donc je lui ai rajouté des attributs là, dans ma grosse annotation. Alors, je mets une annotation, mais vous pouvez très bien le faire en XML ou ce que vous voulez. Et là, du coup, j'ai rajouté Elasticsearch. Alors, tout au début, je lui ai dit que je voulais pas Elasticsearch. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que si j'active Elasticsearch sur ma ressource, effectivement, derrière, il va tout le temps l'utiliser pour aller rechercher la donnée. Moi, j'ai choisi d'avoir une base de données SQL, où je persiste mes favoris, et à côté Elasticsearch. Là, en l'occurrence, je le désactive pour tout le monde. Et par contre, je vais lui rajouter une opération sur laquelle j'ai choisi d'activer le provider Elasticsearch avec un nouveau chemin bookmarks recherche. On peut aussi voir tout en bas que j'ai utilisé un API filter match filter auquel j'ai donné quelques propriétés. Ça, ce sont les propriétés sur lesquelles on va filtrer plus tard. Bon, jusque-là, franchement, easy, j'ai rien fait, quoi. Mais pour l'instant, Elasticsearch, il n'a pas la donnée du favori. Elasticsearch, il est à côté, si on ne lui dit pas de stocker quelque chose, il ne va pas le faire. Donc là, pour l'instant, on a juste notre donnée en SQL. Et pour la rajouter à Elasticsearch, il faut créer des index et puis lui rajouter les entrées au fur et à mesure. Donc pour faire ça, là par exemple, moi vu que je suis un gros flemmard, j'ai créé un onSchema create table, j'ai créé un subscriber doctrine. Donc dès qu'on fait la commande bin console doctrine schema create, quand il va créer du coup le schéma doctrine, je lui ai dit créer aussi directement mon index Elasticsearch. Pareil pour les index Elasticsearch, je ne vais pas vous faire un cours dessus, franchement il faut aller voir la doc, c'est bien barbant, mais bon, l'essentiel est là. Et après ça, je lui ai rajouté un event listener toujours sur Doctrine, en lui disant, si maintenant dans ma base de données SQL, je supprime un élément, je l'ajoute, etc., on va rajouter les entrées dans ES où on va les supprimer. Donc en l'occurrence là, on a le pré-remove, donc avant que mon favori soit remove, je vais le supprimer d'Elasticsearch. Et par exemple, au post-persist, post-update, je vais indexer ma ressource. Donc là, typiquement, l'envoyer dans ES. Donc là, ce qui se passe, c'est dès que je crée mon favori en SQL, enfin via Doctrine, il va automatiquement le rajouter à Elasticsearch.
ce qui va me permettre tout simplement d'aller rechercher dans les données. Bon, c'était un peu barbant hein, ce truc-là, faut souffler un petit peu. Et dernière chose, effectivement, c'est que avec Elasticsearch, vous allez presque toujours, à mon avis, être amené à faire votre propre filtre. Donc là, je vous ai mis un petit exemple de ce que j'ai fait, même si on voit pas grand-chose. Très basiquement, on implémente, on étend une classe Abstract Search Filter. On rajoute un petit peu de trucs barbants qu'on a lu dans la documentation. Et là, en l'occurrence, moi, j'ai rajouté de la fuzziness sur ma recherche. Je vous fais non plus pas un cours sur le fuzziness, etc. C'est des algorithmes de recherche assez spécifiques. Et donc voilà, quand je tape ce UK, il va trouver les pages qui matchent. Quand je tape Symfony, il va trouver les pages qui matchent. Et pareil sur API, il trouve aussi certaines choses. Donc là, quand on tape dans cette boîte, on va bien taper dans l'opération de recherche. On ne tape pas sur la collection. Et ce que j'ai choisi de faire côté client, c'est que quand je reçois les résultats de ma recherche, bon, là j'ai tous les favoris dans la même page. Donc en fait, c'était très simple de filtrer. Je récupère les données d'Elasticsearch et pour les objets qui sont présents dans Elasticsearch, je vais juste cacher les autres. Effectivement, si on avait beaucoup plus de données, il faudrait commencer à faire de la pagination, ce genre de choses. Il faudrait aller pousser le truc un peu plus loin. Bon, voilà, level up sur API Platform. Donc, toutes ces petites nouveautés que je vous ai présentées là sont disponibles déjà dorénavant en bêta sur la version 2.4. Et on espère sortir la 2.4 la semaine prochaine. On voulait faire ça aujourd'hui. Voilà, il faut prendre le temps pour faire ce genre de choses. Donc, du coup, pour aller plus loin par rapport à tout ça, on a de plus en plus de supports GraphQL. On a effectivement énormément de monde qui l'utilise, qui rapporte des bugs, etc. C'est quand même, ça peut être très puissant. Je vous conseille d'y jeter un œil, parce que surtout vos dev front, ils pourraient être très intéressés par ça. Effectivement, j'ai parlé de la recherche, la pagination. Donc, quand on a plusieurs éléments, etc., la pagination par curseur, ça peut être quelque chose de très intéressant qu'on a commencé à implémenter. Donc, c'est effectivement quelque chose de très compliqué derrière, mais ça peut être un moyen d'aller plus loin. Le cache, forcément, par exemple, là, Nicolas nous a présenté Symfony Cache tout à l'heure. Il y a énormément de choses à faire avec ça. Et pourquoi j'ai barré MongoDB? Parce que j'aime pas, mais vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Donc, voilà, je voulais remercier la FUP pour m'accueillir ici aujourd'hui et la coopérative des Tilleuls qui m'a permis de travailler un petit peu sur API Platform et d'enrichir énormément ces dernières semaines avec les petites features que je vous ai montrées aujourd'hui. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Bonsoir. C'est juste par rapport au flush que tu fais. Ouais. Tu en as 3 à faire juste pour mettre à jour ton encart. Si on applique comme ça, c'est très bien, mais sur une grosse appli, faire 3 flushs juste pour mettre à jour, c'est pas un peu lourd? Alors attends, c'est le Daffy Duck qui fait son flush. Hein. Lui, c'est dans un worker, hein. Il est pas dans ton application, il fonctionne totalement de manière asynchrone. Okay. C'est là où c'est intéressant. C'est qu'effectivement, comme tu dis, c'est hyper lourd. Aller chercher un screenshot d'une page, mais attends, ça prend super longtemps. J'allais pas le faire de façon synchrone, que le client il attend, bon putain, il vient quand son titre, il vient quand son... Non. Là, justement, en fait, c'est l'avantage de tirer les profits de Mercure et d'API Platform et de Messenger, finalement, de dire, en fait, plutôt que de traiter ta requête directement, on va envoyer la requête, on va tout de suite renvoyer au client, c'est bon, ta requête est passée. Et derrière, en fait, Daffy Duck, il se charge d'aller, hop, il fait son flush, bim, Mercure update, c'est quasi instantané. Ah, ok, j'avais loupé ça. Et du coup, j'ai une question si on peut. J'ai pas compris l'intérêt de mettre Elasticsearch à false. Enfin, du coup, je comprends pas à quoi ça sert. Ah ouais. Alors, pour moi, le but, c'est un petit peu faire discutable. En fait,
Pour activer Elasticsearch, donc j'ai dû mapper ma ressource avec Elasticsearch. Donc là, il y a une petite configuration à rajouter que j'ai oublié de mettre dans mes slides, j'avoue. Et en fait, quand tu fais ça, API Platform détecte que effectivement, tu vas utiliser Elasticsearch pour ta ressource, pour toutes les opérations de lecture. Donc ça veut dire que par défaut, si j'ai mis juste mon mapping, quand je vais chercher ma collection, il va chercher dans Elasticsearch. Sauf que moi, mes données étaient dans Doctrine, pas dans Elasticsearch. Donc je lui ai dit, bah écoute, pour mes opérations de base, donc par exemple pour le get qui est ici, tu vas pas utiliser Elasticsearch. Et j'ai voulu les désactiver pour tout, tu vois, pour les items, pour tout en fait. Et par contre, j'ai décidé de le réactiver juste pour la recherche. Du coup, ça ne peut pas servir pour du post. Enfin, quand je fais un post, hop, il l'indexe dans Elasticsearch. Alors le post, c'est une écriture. Ouais. Et du coup, quand je poste mon document, ouais. en termes, enfin, je disais que j'envoie à mon API, de pouvoir du coup l'indexer au passage dans ES. Alors, justement, Elasticsearch, là, on a le support que pour la lecture. Donc, ça va être les opérations get, en fait. Et par contre, pour l'écriture, j'ai dû rajouter des listeners moi-même pour que ça persiste derrière. Je pense que j'ai répondu. Ça, effectivement, c'est très nouveau, Elasticsearch. On commence seulement à le supporter. Quand j'ai fait mon proof of concept, que j'ai activé Elasticsearch, j'arrivais sur ma page, j'avais plus mes favoris. Donc je suis allé voir un petit peu dans le code, j'ai rajouté ça, hein, j'ai patché vite fait, et j'ai fait ça comme ça. C'est peut-être pas idéal. Hein, ouais. Ok, merci. D'autres questions? Si vous me dites que vous avez tous tout compris, moi je vous crois pas. Ok, ben merci pour votre attention.